Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, moi je fais un petit mot, un petit mot d'intro. J'ai eu l'occasion de le dire déjà une ou deux fois dans la semaine. Euh, on a pensé à cette rencontre avec Kélam qui est avec nous de manière assez naturelle, puisque Ké fait partie de nos auteurs-autrices que nous accompagnons cette semaine dans l'écriture d'un projet de court-métrage à La Ruche. Et c'est vrai que bon, ça nous a semblé assez évident. Et merci Kay d'avoir accepté le principe de cette rencontre, puisque tu es dessinatrice, autrice de bande dessinée. Et voilà, on propose effectivement un échange sur ton dernier bouquin, Les saveurs du béton. Et c'est vrai que oui, Marie me disait me suggérer de commencer par ça, mais moi il y a une page, la page 188, que je n'ai pas déchiffrée tout de suite, mais que j'aime beaucoup parce qu'il y a une fresque sur un mur dans, je pense, Bagnolet, hein, puisque cette histoire se passe à Bagnolet, et où il est écrit "Nous voulons des coquelicots". Et c'est vrai que les coquelicots à Jindou, c'est un peu tout un symbole. Et ça, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais ça m'a beaucoup plu, parce qu'il y a ce lien, effectivement, entre les milieux, entre la ville et la campagne, disons-le aussi simplement de ça. Je crois que c'est un brassage auquel on est très, très, très attaché à Jindou et qui fait aussi qui fait, je crois qu'on y est bien et qu'on y revient. Et même politiquement, ça a beaucoup de sens. Alors, voilà, je voulais démarrer par ça, et puis je laisse la parole à Marie pour animer cette rencontre. Merci Marie pour ça. Ok. Alors, donc la rencontre aujourd'hui, elle est autour donc des saveurs du béton. Et alors, on pourrait peut-être commencer par l'introduction qui constitue le corps du livre. Donc, tu veux pas le lire, donc je le lis. Voilà. Mais je pense que voilà, ça peut donner le ton. Alors, avant-propos. Mon premier roman graphique, Banana Girl, publié en 2017, est un récit autobiographique familial. Il met en scène notre arrivée en France dans les années 1990 et notre expérience d'intégration dans ce pays en tant qu'étranger. Les saveurs du béton est la suite des aventures de notre joyeux trio. C'est un récit à part entière. Sa compréhension ne nécessite pas la lecture de Banana Girl. Vous obtiendrez plus facilement mes faveurs, voilà tout. Ayez juste en tête que previously, dans Banana Girl, je suis née à Hong Kong, mais vis en France depuis que j'ai 6 ans. Ma mère est née à Shanghai, mon père est né à Fujian. Ma mère s'adresse à moi en cantonais, mon père s'adresse à moi en mandarin. Mes parents parlent entre eux en dialecte de Fujian. Mon père parle à sa famille en dialecte de Fujian. Ma mère parle à sa famille en shanghaïenne. Je réponds à mes parents par un joyeux mélange de cantonais, mandarin, français. J'ai le vocabulaire cantonais et mandarin d'une enfant de 6 ans, parlé, écrit et lu. Mes parents comprennent mieux le français qu'ils ne le parlent. Le français ne semble pas toujours comprendre mes parents. Alors, c'est pas mal comme début. Donc, il sera question d'exil dans cette bande dessinée, d'enfance, de rapport à la langue, des rapports aux parents exilés et des liens avec l'art. Alors, tu as fait plusieurs choses dans ta vie. Tu as une formation d'ingénieur, tu es aussi illustratrice et affichiste. Tu as publié dans la presse jeunesse et adulte et tu as fait aussi une très belle fresque murale. Oui, c'est vrai. Tu as écrit ta première bande dessinée qui s'appelle Banana Girl avec comme sous-titre jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur, qui est une sorte donc de premier volet aux saveurs du béton. Et tu rédiges ensuite Les saveurs du béton pour lequel tu vas obtenir le premier prix de la bande dessinée du Musée de l'histoire de l'immigration, un prix qui est rendu au Festival d'Angoulême. Actuellement, donc, tu es en résidence à La Ruche, ici, à Jindou. Et je l'avais dit à Sébastien, mais je pense que c'est très juste. En tout cas, il y a un des films hier qui avait des échos très, très forts pour moi avec la bande dessinée dont on va parler aujourd'hui. Alors, on pourrait dire que dans ce chemin d'exil, qui est quand même celui de l'expression artistique, et finalement, on va essayer de comprendre peut-être avec toi aujourd'hui
comment, de quelle manière tu continues à donner forme à ce chemin artistique et que tu lui donnes différentes formes d'illustration à ce chemin d'exil, que ça soit par l'illustration ou par le cinéma. Alors pourquoi je dis cela ? C'est parce qu'en fait, ton père était parti s'installer en France parce qu'il souhaitait se former à la peinture. Parce qu'il aimait beaucoup les peintres impressionnistes. Il aimait Monet, Cézanne, Renoir. Il a été auditeur libre aux Beaux-Arts de Paris. Et puis, il est venu. Et puis, toi, avec ta mère, tu viens en France pour le rejoindre pour des vacances. Tu étais parti pour 15 jours. Et puis, par surprise, il t'inscrit à l'école. Tu as 6 ans. Et finalement, toi et ta mère, vous restez. Donc, c'est une arrivée par l'art et pour l'art en France. Et autour de cette question. Et finalement, bon, pour moi, c'est une anecdote, mais du coup, je l'ai dit. C'est qu'en fait, c'est grâce à la rencontre avec un libraire qui lui achète 5 tableaux que du coup, il a un peu d'argent et qui paye un billet pour votre voyage. Finalement, il y a un côté assez romanesque, on peut dire, de venir en France pour apprendre la peinture française, pour se former. Voilà. Alors, tu as fait des études d'ingénieur en urbanisme. On verra que ça a son importance dans les saveurs du béton. Et puis, tu as bifurqué vers l'illustration, vers un monde et un espace dans lequel tu as finalement un peu baigné aussi quand tu étais petite. Voilà, donc il est question ici, là, dans les saveurs du béton, d'écriture, de gestes graphiques et j'espère aussi de projets cinématographiques. Voilà. Alors, dans les saveurs du béton, donc c'est un deuxième volet, on peut dire, et tu vas vivre 2 passages. On peut dire que tu vis 2 exils, 2 nouveaux types d'exil. Le premier exil, c'est peut-être le passage à l'adolescence, qui est un exil intérieur, indéniable, puisqu'il faut faire face à l'ébranlement à l'intérieur de soi, au questionnement et au nouveau réaménagement intérieur. Mais c'est peut-être de ça dont va sortir la bande dessinée aussi. Et l'autre exil, c'est un déménagement dans le quartier de la Noue de Paris, dans un des grands ensembles de Bagnolet. Donc finalement, tout ça, pour peut-être achever ce parcours d'exil et trouver aussi ton propre territoire, ta chambre à toi, on peut dire. Voilà. Et voilà. Donc, on va peut-être commencer par la question de la langue, dont tu parles dans l'introduction et qui est quand même quelque chose de très important. Ça va être la langue, mais ça va être aussi la langue graphique que tu vas utiliser pour essayer de débrouiller un peu tout ça. Alors, pour commencer un peu les choses, donc à travers cette question, se traduit donc un rapport complexe que tu as eu avec tes parents sur cette terre d'exil et où parfois tu t'es senti un petit peu coincé. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être pour commencer nous raconter un peu ce passage d'ingénieur à illustratrice et comment finalement tu as quitté ce travail et de quelle manière en fait, voilà. Je réfléchis par où je commence, c'est hyper long. J'ai eu un père qui a toujours fantasmé Paris, la France, pays de la culture et de l'art. Et je pense qu'il m'a transmis ça, un amour vraiment pour la culture et pour l'univers poétique des peintres. Et sauf qu'en fait, la réalité était très très loin du fantasme de mon père. La réalité de l'exil, du fait qu'au lieu de s'inventer peintre dans un musée, en fait, il peignait dans la rue, il faisait des portraits de touristes dans les lieux touristiques, et c'était pas du tout glamour. Et moi, je me rendais compte de ça, que c'était vraiment difficile d'être artiste. Et donc, j'ai jamais voulu être artiste, en fait. Donc, j'ai fait vraiment le chemin, le contraire de ma destinée. Donc, je suis allée, donc j'ai eu un bac scientifique, j'ai fait les classes préparatoires. Ensuite, j'ai décroché une école d'ingénieur. J'ai travaillé 5 ans, je suis allée à l'étranger, j'ai vécu à Shanghai pour faire des transports urbains, pour réfléchir sur des problématiques de la ville, comment aménager les espaces extérieurs, faire des lieux où se rencontrent des habitants, des lieux de compromis finalement entre le désir d'un maire, le désir des habitants, le désir de l'architecte, de l'urbaniste, du paysagiste. Et moi, mon travail consistait à réunir tous ces gens-là, à faire que le projet fonctionne. Donc, vérifier la technicité,
le financement, le planning. Donc c'est un métier hyper sérieux, avec des normes et des règles et des voilà, c'était très très sérieux. Moi, j'aimais beaucoup ça. Enfin, j'ai pas eu un dégoût de mon métier, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand j'étais à Shanghai, j'étais rattrapée par le fait que je vivais des choses de double culture, qui est quand je suis en France, on me considère comme une Chinoise, et quand je suis en Chine, on me considère comme une Française. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que je me sens... Enfin, j'ai des problématiques, j'ai des questionnements et je ne sais pas où trouver mes réponses. Que ce soit dans les livres, cinéma, dans les séries. Et j'étais vraiment perdue à ce moment-là de ma vie. Et donc, j'avais ma carrière d'ingénieur d'un côté et je prenais des cours du soir de dessin de l'autre avec la ville de Paris. Et je dessinais, mais je dessinais pas beaucoup. Donc, mais je sentais que j'étais en train d'apprendre un langage et que je le maîtrisais pas et que j'étais hyper frustrée et que mais j'avais un désir en tout cas d'en parler, de faire un livre sur le sujet de l'exil et de la double culture. Et tout ça pour dire qu'en fait, un jour, je me suis rendu compte que mon désir de dessiner, d'écrire était beaucoup plus fort et que j'avais fait 5 ans, enfin j'avais travaillé 5 ans et que si je ne réponds pas à ce désir-là de dessin, j'allais jamais passer le cap. Donc je suis allée dans une école qui s'appelle l'école de Condé. Et je leur expliquais que j'avais envie de faire un livre, mais que je débarquais, que je connaissais personne en illustration, je savais pas comment m'y prendre pour faire un bouquin et que je venais pas du milieu de l'édition, etc. Et en fait, à ma grande surprise, on m'a dit vas-y, viens. Et viens en milieu d'année, en 4e année. Et c'est là que je suis rentrée en école de dessin, enfin en école d'illustration. Et là, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont fait comprendre que c'était possible, qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose en moi qui était... mais j'en étais vraiment à mes débuts. Enfin, j'ai vraiment l'impression que mon premier livre, Banana Girl, c'était mon livre pour apprendre à marcher, à dessiner, à écrire. C'est vraiment et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu du dessin et ma reconversion. Enfin non, parce qu'au départ je pensais pas du tout en termes de reconversion. Je me suis pas dit je vais devenir illustratrice ou je vais devenir autrice de bande dessinée ou enfin c'était pas comme ça que je l'imaginais. Moi je me disais juste j'ai un truc en moi, j'ai envie de l'exprimer, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide, comment est-ce qu'on peut m'aider, comment est-ce qu'on peut faire sortir ce truc de moi. Et c'est parti comme ça. Et après, quand le premier livre est sorti, j'ai fait des rencontres et petit à petit, j'ai découvert que c'était peut-être envisageable de dessiner, peut-être que c'était envisageable d'écrire, mais ça m'a demandé un chemin qui était long parce que je voyais comme c'était difficile pour mon père et j'avais beaucoup de mal à accepter de dessiner finalement et de faire comme lui, quoi. J'ai un peu échoué dans ce que rationnellement j'avais choisi pour ma trajectoire. Et là, je sentais que c'était mon cœur qui était plus fort. Et voilà, fallait suivre ce chemin-là. Du coup, finalement, on peut dire que tu trouves une certaine modalité de langage, enfin une certaine langue à travers l'expression graphique. Mais je pense que quand on s'exprime par le dessin, c'est juste qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur des choses. Et peut-être que quand je suis arrivée en France, je parlais pas français. Et ça a commencé comme ça. En fait, je dessinais sur mes carnets. Et puis mes professeurs voyaient que j'étais pas totalement à côté de la plaque. Parce que pour les poésies, j'avais mes petits dessins à côté. Mais j'étais pas capable de parler pendant longtemps. Et donc j'avais une frustration de pas maîtriser le français, de pas réussir à dire ce que je voulais. Et avec le dessin, il y a aussi ça, quand on cherche son style, on se dit mais qui je suis, je sais pas à quoi ça va ressembler. Et peut-être aussi dans le cinéma, c'est pareil, on cherche le ton, ce qu'on a envie de dire. Et c'est juste des recherches de comment arriver à exprimer du mieux possible avec des mots justes ou le dessin juste, le trait juste, ce qu'on a au fond de nous. Du coup, je pense qu'on peut reparler du coup de ce rapport à la langue française dont tu parles beaucoup dans Banana Girl et dans Les Saveurs du béton, puisque tu trouves que tes parents parlent mal le français ou pas suffisamment bien. Tu tentes même, et c'est assez génial, de faire une étude de la langue de ton père. Alors, je crois que c'est dans Banana Girl, la page
page 36, où tu tentes une... enfin, moi, je trouve ça assez exceptionnel, où tu expliques que voilà la manière dont... Mince, à chaque fois, je suis désolée. Voilà, tu dis « Le français de mon père nous a conduit plus d'une fois à des situations cocasses où nous avons beaucoup ri, mais il provoque surtout l'énervement ou l'exaspération chez les autres. Mon père faisait pourtant énormément d'efforts pour apprendre la langue, mais il n'y arrivait pas. » Et je pense, tu sais, au film à Anousha hier, où tu sais, l'enfant demande à ses parents de ne pas parler le français devant son copain, enfin de ne pas parler le tamoul, pardon, devant son copain. Voilà, ça m'a rappelé ça aussi. Et il y a aussi un article d'un sociologue qui décrit très bien les choses. Le titre de cet article, enfin c'est une sociologue, et ça s'appelle « Je suis la secrétaire de la famille ». Et il s'agit de décrire comment, dans des familles d'ailleurs souvent exilées et souvent précarisées, la question administrative, qui prend parfois tant de place et qui envahit le quotidien, est dévolue aux femmes et très souvent aux jeunes filles et aux adolescents de la famille, où il y a une inversion des places, et on le voit vraiment dans le film d'hier, comment l'enfant est parfois mal à l'aise. Hein. Et toi, tu parles de ça aussi beaucoup. C'est ce qu'on appelle la parentification. À partir du moment où on a exilé, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'exil, parce que c'est quand même pour suivre le rêve de mon père, et donc... Enfin, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas... Quoique mes parents ont vécu la révolution culturelle et c'est pas anodin parce qu'il y a un rapport à l'éducation, à la langue. Enfin bon. Et... Non, c'est cette inversion et puis du rapport à la langue. Non, en fait, le fil que je suis, c'est la question finalement du rapport à la... Enfin, le fait que tu vas à un moment trouver dans le geste graphique, et on va le voir dans les saveurs du béton, ta propre langue, en fait, ton propre moyen d'expression. Je pense que c'est ça. C'est vraiment comment trouver sa place quand on arrive dans un pays et qu'on a la charge de nos parents pour... on devient forcément leur confident, on essaie de les protéger. On les protège du monde qui peut être abrupt, et on sait qu'ils font face à du racisme, et on sait qu'ils font face à des choses beaucoup plus dures parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc en fait, là, je rejoins juste là, je suis en train de faire un projet d'écriture et j'ai écrit le fait finalement on est les yeux et la bouche de nos parents, en fait, on est leur voix, et c'est vraiment ça, tout passe par nous, on est le pont entre les deux mondes, les deux cultures. Donc les rôles s'inversent, du coup l'enfant n'est plus l'enfant, l'enfant devient très vite adulte, à une certaine maturité malgré lui, et je pense que la création nous permet de nous retrouver dans notre positionnement d'enfant et d'avoir une liberté, d'être un peu autre, quoi, de sortir de sa réalité. Voilà, et du coup, il y a aussi du coup la place de ta mère, qui, elle, n'a pas choisi aussi cet exil, et qui raconte et qui se raconte peu, et qui ne veut pas parler de son passé. C'est souvent le silence, en fait, notamment auquel tu es confrontée. Et il y a un autre sociologue qui parle bien de ça, qui s'appelle Abdelmalek Sayad, qui parle de la double absence, du fait que il y a les contradictions qui sont inscrites même dans la position d'immigré ou d'exilé, puisqu'il est absent de sa famille et de son village. Il est frappé d'une sorte de culpabilité, et de l'autre côté, il est absent du fait de l'exclusion dont il est victime dans son pays d'arrivée. Et je trouve que dans les saveurs du béton, tu parles vraiment de ça, dans la confrontation avec ta mère. Et là, je me demandais, dans ce passage-là, si tu n'avais pas déjà l'idée d'un livre, puisque tu lui dis que tu as besoin d'écrire quelque chose. Donc là, à ce moment-là, on en est où dans ce projet ? Je pense que le fait que mes parents ne me parlent pas de leur passé, je cherchais des excuses pour les interviewer. En fait, je cherche tout le temps des excuses pour les questionner, pour leur demander comment c'était quand ils étaient en Chine, et qu'est-ce qui se passait pendant la révolution culturelle, et comment ils se sentaient, comment ils se sont rencontrés. Et en plus, comme moi, je suis fille unique, j'ai l'impression de ne pas avoir de frères et de sœurs, et de ne pas avoir de grands-parents en France. Donc, je ne vois pas leur passé. Et comme j'arrivais pas, je suis obligée
de tricher, et donc d'utiliser les livres et de dire non mais maman là c'est pour mon bouquin, tu vois bien, là je suis en train de faire un film, il faut vraiment qu'on en discute, tu vois, c'est pas moi, c'est le travail qui nécessite qu'on discute. Donc je pense que je cherche des excuses pour parler avec eux et pour trouver peut-être des réponses à mes questions grâce à ça, quoi. Alors, du coup, il y a un élément qui est très important dans cette question d'exil et dont tu parles vraiment, je trouve, de manière assez magnifique. C'est bien sûr la confrontation aux situations administratives ultra-violentes. Je pense là aussi, bien sûr, au film sur les centres de rétention qu'on a vu cette semaine, auquel ta famille est confrontée, l'aberration et la violence administrative, quand tu te rends à la préfecture, quand tu es confronté à la violence des fonctionnaires, des policiers de la préfecture. Et là, tu racontes la déshumanisation et finalement, tu trouves une stratégie graphique qui est celle de transformer tout ce monde de la préfecture en bête, en animal. Et c'est ça peut-être voilà, vraiment que le dessin permet, c'est de traduire tout cela dans ta propre langue. Ah bah ça, je vois la différence entre la BD et le cinéma, quoi. Là, je peux transformer tous les gens en bétail, transformer les personnes à l'administration en robots et en chiens de garde et en bulldog. Enfin, ouais, ça, c'est un peu la magie du dessin. Et c'est le livre aussi de Maos où on transforme en chat et souris toute la question sur les juifs et le nazi. Et je trouvais que c'était une manière intelligente, parce que peut-être trop violente même pour moi, de me reconfronter à ces scènes-là et de les vivre avec un peu de poésie, ça met de la distance. Et et cette scène-là, elle est hyper importante parce qu'à chaque fois où on a des moments de découragement dans l'écriture ou dans le dessin parce que c'est long, c'est fastidieux et puis on est très vulnérable et on baisse un peu nos barrières. Enfin, c'est toujours difficile l'écriture. Et moi, je me raccrochais à cette scène-là. Je me disais, ok, pourquoi je fais ce bouquin ? Je le fais parce que je sens que c'est une violence qui est très ordinaire parce que quand on n'a pas nos papiers, le fait d'aller à la préfecture et demander juste de pouvoir rester en France, c'est une aventure, c'est une répétition, c'est se confronter à la violence tout le temps. Et je me rappelle de la brutalité, je me rappelle des files d'attente, et je me rappelle surtout qu'à ces moments-là, moi, je me sentais pas du tout humaine. Enfin, j'avais perdu toute notion de personnalité. Et je pouvais être dans des états de violence incroyables, alors que d'habitude, je suis plutôt pacifique, quoi. Et là, je me retrouvais vraiment face à ça, à la déshumanisation et à l'absurdité administrative. Et c'était hyper violent. Et pourtant, c'est ordinaire, c'est vraiment ordinaire. Et il y avait ça, un contraste, où je me disais, mais on n'en parle pas assez. Et puis moi, mes amis qui ont lu après les livres et qui ont découvert mes livres m'ont dit, mais je savais pas que tu étais passée par là. Quand je pense à une immigrée, je pense pas du tout à toi. Je pensais pas que tu étais allée à la préfecture et je pensais pas que ça pouvait t'arriver. Mais en fait, si, c'est le lot de plein de gens. Et voilà, j'avais juste envie de dire ça. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que tu crées un double. Tu crées un double, ça c'est vraiment très beau, très poétique, je trouve, dans Les Saveurs du béton. Tu crées un double qui est en fait celle que tu es aujourd'hui. Alors voilà, on va expliquer peut-être à ceux qui l'ont pas lu la stratégie graphique que tu trouves. Tu peux l'expliquer ? Oui. Alors, il faut savoir que les Banana Girls, c'est mon arrivée en France à l'âge de 6 ans. Donc toute l'histoire, c'est l'entrée à l'école primaire, confrontation entre les deux cultures. Et là, j'ai 6 ans à ce moment-là dans ce livre. Et pour faire le deuxième, j'étais hyper triste parce que je passe à la phase d'adolescence et je n'avais pas envie de quitter cette fille que j'avais créée, ce personnage que j'avais aimé. Et je me disais, mais je n'ai pas du tout envie de la perdre et j'ai pas envie d'avoir un regard que d'adolescent sur cette période-là. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt le fait que moi, adulte, je vois mon adolescence et ce que ça répercute aussi par rapport aux rêves de l'enfant. C'est-à-dire que moi, petite fille, je lisais des bandes dessinées
Et moi, adolescente, je lisais encore des bandes dessinées, mais adulte, j'en lis un petit peu moins parce que je suis prise par le travail, etc. Même si, bon, je suis dans la BD, mais j'ai moins le temps et puis même, je lis plus les journaux de Mickey, le Spirou, etc. Je lis autre chose, d'autres sortes de BD. Et je trouvais ça intéressant de se dire, mais c'était quoi mon rêve d'enfant ? Qu'est-ce que je souhaitais pour moi ? Est-ce que j'y suis arrivée et comment ? Et la moi adolescente, finalement, est-ce qu'elle est encore là ? C'est quoi la différence ? Et de se confronter à tous nos moi de toute notre époque, quoi, de toute notre vie, et se confronter au travers ce livre. Mais au départ, c'était vraiment un désir de ne pas perdre le personnage que j'avais créé de la naïveté, de la joie et de la spontanéité que j'avais pas envie de perdre. Et puis, il y a un effet sœur, en fait, entre les deux. Il y a une sorte de sororité que tu recrées, c'est-à-dire qu'il y a la grande qui s'occupe de la petite, finalement, comme si tu t'aurais occupé un peu de l'enfant que tu as été, qui la porte, puisque cette jeune fille, elle est combattante, elle se bat pour ses parents, elle va chercher des informations, notamment quand elle se retrouve, donc, à la nous. Donc, on va peut-être finir sur ça avant peut-être d'ouvrir aux questions. Donc, c'est l'arrivée à la nous dans un des grands ensembles. C'est en fait le débarrage du livre. Ça promet un espace de liberté, la nous, un nouvel appartement. D'un côté, ça va générer énormément de problèmes. C'est un vrai révélateur de la violence subie des gens en situation de précarité et des exilés aussi. Là, nous, en même temps, ça te rapproche d'Hong Kong, ça te ramène dans l'enfance, les hautes tours, les grands supermarchés, ça te ramène à quelque chose de connu. Mais le nouvel appartement est un espace de liberté, mais très vite, ça devient un lieu d'endettement pour tes parents, puisqu'en fait... en fait, ils sont confrontés à des situations administratives, des paiements qui n'avaient pas été, on leur avait pas dit qu'il fallait payer des charges, des choses comme ça, donc ça devient très lourd. Et puis, c'est aussi un lieu de stigmatisation, c'est un lieu d'exclusion, parce que pour rejoindre ce grand ensemble, certes, le métro de Bagnolet, il est en bas, mais il faut faire un énorme tour. Et tout ça, ça t'éloigne finalement beaucoup aussi de là où tu habitais avant. Et tu dis aussi que ce quartier-là, finalement, et là je le ramène du coup au cinéma, c'est une petite stratégie, la représentation au cinéma donc, des quartiers de banlieue, c'est similaire à la Chine. Et la Chine et la banlieue, c'est similaire, c'est stéréotypé et fantasmé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Ouais, non, mais moi, en fait, quand je regardais les films dits de banlieue, je sais pas s'il y a un genre, mais moi, j'étais hyper révoltée à chaque fois. Je me disais, mais on parle tout le temps des armes, de la drogue, et est-ce qu'on peut pas aussi parler de la banlieue autrement ? Et ça peut être violent, mais ça peut être aussi source de rencontres, source d'entraide. Et là, il y a des amitiés aussi qui se créent entre les jeunes filles. Moi, quand j'étais ado, j'étais avec mes voisines et je faisais du vélo. Justement, la banlieue offrait de l'espace. Et donc, offrait des rencontres, chose qu'à Paris, peut-être, le fait que ça soit étriqué, on peut moins se le permettre. Et donc, c'est vraiment de dire que la banlieue, c'est pas gris, c'est gris, rose, ça change, c'est nuancé. En fait, apporter de la nuance aux histoires que moi, je retrouvais pas dans les films. Et je trouvais que c'était tout le temps des gens qui racontaient, moi, ce que je vivais, mais qui le déformaient. Et je ne supportais pas ça, quoi. Et voilà. Et en vrai, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plein de gens qui parlent de la banlieue et qu'on donne la voix à des gens qui vivent vraiment sur les sites et qu'on ait comme ça plusieurs voix et plusieurs façons de voir le monde et de choisir le monde dans lequel on a envie de voir, quoi. C'est pour ça que tu disais aussi que il y avait des tournages qui avaient lieu, parce que du coup tu fais une filmographie très importante, à la fin, c'est-à-dire que ce quartier-là a été le lieu de tournage important, qui avait très peu de retombées finalement, et du coup, alors est-ce que à partir de ça, tu peux peut-être nous dire, comment on passe du coup de l'illustration à la ruche. Ouais. Quelle est cette volonté finalement d'aller chercher une autre expression artistique ? Mais parce que la BD, c'est génial, mais c'est très solitaire, déjà. Et moi, j'aime bien le travail d'équipe, d'échanger avec des gens, d'avoir des techniciens,
juste découvrir leur métier et de voir comme, enfin, en fait, le film pour moi, c'est une autre façon de rajouter des cordes à mon arc, de dire, bah là, je peux traiter la musique, je peux traiter le mouvement, je peux traiter la lumière, les ambiances. Il y a plein de choses que je n'arriverai pas à le faire en bande dessinée. Et le fait d'essayer d'écrire un scénario, ça alimente aussi ma façon de traiter les futurs livres que j'ai envie de faire. Et c'est pas opposé, et c'est un échange de système de vases communicants entre les deux. Et j'aime ça, et je pense que les disciplines ne devraient pas du tout être cloisonnées. Et moi, j'aime, dans mon travail, j'aime passer de la jeunesse, pareil, avec un public, que ce soit des tout petits, vraiment toute petite enfance, à l'adolescence, à des adultes. Et je pense qu'il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de frontières, et c'est nous qui devons créer des ponts entre chaque discipline, chaque âge, chaque pays. Enfin, voilà, et c'est ça qui est beau en fait avec l'art, c'est qu'on est libre et qu'on peut tout se permettre. Bah, c'est chouette. Alors, peut-être qu'on peut ouvrir du coup, peut-être si vous avez des questions, si vous voulez. Oui. Tu veux un micro, c'est c'est ça. Ouais. Il faut que j'appuie quelque part parce que je crois qu'il marche pas. Ah, il marche. Il marche. Ah bon, d'accord. Tiens, hop là. Bonjour. Bravo, hein, c'est super les saveurs du béton. Moi, j'avais 2 questions pour toi. La première, c'est comment est-ce que la BD a été accueillie dans ta famille, auprès de tes parents et tout? Comment est-ce qu'ils ont compris le message? Enfin, par quel vecteur c'est passé? Et la deuxième, tu citais Art Spiegelman, et je voulais savoir quels étaient tes mentors dans la BD, et qu'est-ce qui t'a amené, enfin, quelles étaient tes références principales dans le roman graphique, voilà quoi. Alors, l'accueil de mes parents, bah, c'est à la fois, ils sont hyper fiers de moi, et en même temps, je suis pas sûre qu'ils l'aient vraiment lu, puisqu'ils savent pas lire le français. Donc, il y a un truc de... ils sont fiers par principe. Et après, quand même, mais t'as un peu dévoilé, t'as un peu raconté notre vie, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est un peu ambigu. Mais je pense qu'ils sont vraiment hyper fiers d'abord, et voilà. Et ensuite, dans les références... le déclic, ça a été vraiment l'album de Marjane Satrapi qui s'appelle Broderie. Et ce que j'aimais bien dans cet album-là, c'est que moi qui venais pas du... Enfin, j'étais hyper nulle en dessin, et je me disais, mais techniquement, vraiment, en plus, aujourd'hui, je côtoie des gens qui dessinent, qui font des trucs de ouf, et je suis toujours à me dire, ah, non, mais moi, je fais mes petites BD à côté, alors qu'il y a des gens qui font vraiment des décors, et le mouvement, et techniquement, artistiquement, ils sont très poussés dans l'expression plastique. Et en fait, Marjane Satrapi, avec son album Broderie, c'est un tout petit livre, presque comme une confidence entre des femmes sur leur rapport à la sexualité. Et ça m'avait ouvert des portes en me disant, mais en fait, elle fait un truc qui est hyper juste, hyper simplement, et elle peut se le permettre. Et si une femme d'origine étrangère arrive à faire ça, bah, en fait, moi, je peux essayer au moins à faire la même chose. Et j'avais besoin quand même de modèles. Et je pense que c'était vraiment, je suis arrivée à cette époque-là où la BD s'ouvre aussi un petit peu, ça se démocratise, c'est plus que en fait ceux qui savent hyper bien dessiner, qui peuvent faire de la bande dessinée, et il y a un truc on a un rapport très sensible et très direct au dessin. On peut raconter nos histoires, et on peut y aller, on peut faire plein de choses, on peut faire des carnets, et il y avait de la liberté en tout cas, et moi ça m'a donné une énergie, et c'est ce qui m'a donné envie de faire, voilà, de continuer. Bon, écoute, moi je voulais au passage, d'abord, ce que je voulais dire, tu as dit, ce serait bien qu'il y ait plus de projets qui parlent de la banlieue qu'on aime et tout. Et je voudrais juste faire un petit rappel, c'est que la classe qui a été lauréate cette année du prix du goût des autres, c'est exactement le thème. Et c'est le quartier de Pisevin, dont malheureusement on entend parler en ce moment. Il y a encore eu un mort cette nuit, mais et c'était le désir de ces enfants de cette classe de montrer leur quartier de Pisevin qu'ils aiment, et voilà. Bon, ça c'est une parenthèse. Et sinon, je voulais te demander justement par rapport à Marjane Satrapi. Là, tu es en train de travailler sur
un scénario. Mais tu as pensé à éventuellement le réaliser en film d'animation? Ouais, ça c'est une grande question. En fait, quand Banana Girl est sorti, j'ai été contactée par Folimage, qui est une grosse boîte d'animation. Et je pense que j'ai eu un truc de me dire, mais non, mais je peux pas du tout faire ça maintenant parce que j'ai encore trop de trucs en moi et il faut que je fasse d'abord mes projets, il faut que j'ai encore plein de choses à faire parce que je sais que l'animation c'est très long et je me sens pas encore armée. Et peut-être que là, je suis en train de faire une fiction avec des acteurs et peut-être qu'un jour, j'irai en animation. Je me ferme pas les portes. C'est juste que je sens que j'ai encore plein de choses à raconter et que je dois le faire seule ou en fiction, mais je dois explorer encore la narration. Et peut-être qu'un jour, oui, je passerai en animation, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet que tu es en train d'écrire là en résidence? Alors, est-ce que je peux en parler? Oui, je peux. Ce que je peux dire, c'est que c'est sur la relation mère-fille. C'est sur le conflit de loyauté. En fait, c'est sur un désir d'une femme qui cherche à s'émanciper et en même temps, elle est confrontée au devoir familial. Et sous l'angle, voilà, de l'immigration, sous l'angle de, comment dire, ouais, comment est-ce qu'on montre de l'amour, jusqu'où on peut aller par amour pour un membre de sa famille, et qu'est-ce que ça demande comme sacrifice. Et après, je sais pas encore, enfin, j'ai la structure, je pense avoir la structure, et là, je sens que je suis partie pour 3000 versions de scénario avant de trouver le bon ton et le financement, etc. Mais voilà, je suis en quête de ça. On a beaucoup parlé de comment tu travailles le sujet et les thématiques, comment tu les abordes. Et moi, j'avais une question pour comment tu dessines. Est-ce que tu dessines sur du papier? Est-ce que tu dessines sur l'ordinateur? Comment tu fais du coup cette recherche plastique et quelles sont si tu as des préférences aussi de pratiques, de techniques? J'ai passé peut-être 1 an à tester des crayons, des feutres, de l'aquarelle. J'ai testé plein de choses et ça se sent dans le premier livre où c'est comme un livre d'exploration parce que en fait on a une narration en noir et blanc qui suit l'histoire principale du personnage et après il y a des pages couleurs où on voit un peu mes tests et ça se veut très expérimental. Finalement, je sens que je suis pas encore, comment dire, je tâtonne. En fait, je suis en train de chercher mon écriture dans ce livre-là, graphique. Et finalement, ce que j'aime bien, c'est garder ce trait noir pur à la tablette, que je fais tablette graphique, parce que ça me permet de beaucoup me tromper. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de me tromper, je peux revenir en arrière. Et je pense que c'est ce truc d'autodidacte, c'est-à-dire que j'ai tellement de complexes, de pas savoir dessiner, etc., que je suis hyper assurée à l'idée de pouvoir gommer. Et même la tablette me donne une liberté en couleurs. Je peux choisir toutes les couleurs que je veux. Et puis, quand je me balade en France, j'ai pas besoin de trimballer mes aquarelles avec moi, mes crayons, etc. Et j'ai juste ma tablette. Et ça me permet de prendre des notes tout le temps et de croquer des paysages, des portraits. C'est assez facile. Maintenant, on a des tablettes portatives. Enfin, c'est hyper pratique de glisser ça dans son sac. Et aussi, en été, j'aime bien revenir un peu au pinceau, à l'aquarelle, mais plus pour moi. Et donc, il y a un truc où je commence à séparer les commandes que je fais auprès de mes éditeurs et sur mes projets de bande dessinée où c'est hyper important que je ne m'essouffle pas aussi à vouloir faire quelque chose de chiadé et de beau, mais d'aller à l'essentiel de ce que je veux dire et d'avoir quelque chose de pur dans le dessin, de lignes pures, noires.
mais de m'autoriser à faire des petites parenthèses et voilà, et prendre un pinceau et de mettre dans l'eau et ça fait un bien fou pendant les vacances, quoi, de faire des petits apartés comme ça. Donc je fais un peu des deux. Moi, déjà, je voulais te dire que je m'étais régalée. J'ai lu ta BD, voilà, par hasard, chez une cousine. Il y avait ta BD, je ne te connaissais pas. Et je me suis extrêmement régalée à la lire. Donc, merci pour cet ouvrage et la façon dont tu abordes justement les sujets dont tu parles, qui m'a à la fois touchée. Et voilà, je trouvais ça très juste et très pertinent et important aussi. Moi, j'ai une question en fait sur j'ai aucune idée de comment on fabrique un roman graphique et justement sur ces allers-retours, s'il y en a ou pas entre l'écriture et le dessin. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que tu travailles d'abord la structure du récit parce qu'effectivement c'est un récit qui est très structuré, enfin voilà. Et est-ce que le dessin vient dans un deuxième temps ou est-ce que tu te laisses guider parfois par des illustrations qui t'amènent des scènes? Enfin voilà, comment ça se passe la construction d'un récit? Alors c'est très drôle parce que j'ai pas du tout eu les mêmes méthodologies de travail pour le premier et pour le deuxième. Pour le premier, le dessin était vraiment comme des mots. Donc j'écrivais, je dessinais en même temps et j'avançais de manière linéaire et c'était très fluide. Il y avait une fluidité. C'est comme si j'avais tellement maturé ce projet-là pendant des années de frustration et que je pouvais pas faire du dessin et là donc tout était ressorti. Et le deuxième, je crois que j'ai voulu prouver que je savais faire de la bande dessinée en mettant des cases, en faisant de la structure. Et j'ai travaillé très différemment. Et là, j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai rencontré un réalisateur, donc le réalisateur dont on parlait, qui a travaillé sur la ville, enfin la cité de Lannou. J'ai rencontré les habitants, des architectes. En fait, j'ai un peu mené une enquête presque comme un journaliste ou un sociologue, je ne sais pas trop, mais j'ai vraiment mené des enquêtes. Ensuite, j'ai essayé de hiérarchiser que en texte, de dire « Ok, ça, c'est des anecdotes, ça m'intéresse. » Je notais tout. Et ensuite, j'ai essayé de construire un fil conducteur. Et le dessin est venu après. Et c'est pas du tout j'ai pas du tout travaillé de la même façon. Et là, pour le cinéma, je suis hyper frustrée aussi parce que des fois, j'ai envie de dessiner. Et je me dis, là, je vois des choses en images, je ne sais pas le dire avec des mots, encore moins dans un langage scénario. Et donc, des fois, je fais des petits dessins comme ça de storyboard à côté et je reviens après. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de règle. Et je cherche encore comment raconter du mieux possible ce que j'ai en tête. Et en tout cas, chez moi, ça passe beaucoup par des images ou des sensations. Donc, chose que je n'arrive pas à mettre avec des mots. Donc, je crois que je triche tout le temps, en fait, pour trouver ce que je veux dire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter parce que pour une histoire aussi de timing et de film à venir, merci vraiment beaucoup pour cette rencontre. Et voilà, merci à vous d'être restés avec cette chaleur. Merci.